Merci aux organisateurs. Première remarque. Deuxième remarque, je sais que tout le monde a faim. Donc, attachez vos ceintures, on va speeder. OK. Donc, je vais vous parler du manioc. C'est une plante très importante dans la bande intertropicale, la nourriture de base pour 600 millions de personnes. On le cultive pour ses racines riches en amidon. Certaines variétés peuvent être cuites comme ça. La plupart des variétés demandent d'être détoxifiées pour être préparées en galettes, en farine, etc. Donc, plante de féculent très important. Et c'est propagé par voie végétative, par voie clonale, par des boutures de tiges. On coupe des petits morceaux de tiges, on les enfonce et ça prend une racine. OK, donc vous avez la première question qui se pose, pourquoi les agriculteurs doivent choisir de propager une plante par voie clonale? On a déjà eu la réponse hier, manioc n'est pas une exception. Les plantes que les agriculteurs ont choisi de propager de cette façon sont des plantes qui sont préférentiellement, c'est le cas du manioc, ou obligatoirement allogames. Ces plantes ne sont pas fidèles au type et donc la propagation clonale permet de préserver et de multiplier les génotypes sélectionnés, les phénotypes sélectionnés. Et donc c'est la même histoire pour le manioc. Et il y a énormément, vous avez vu plusieurs exemples de plantes propagées par voie clonale hier. Il y a de nombreux autres exemples, surtout dans les régions intertropicales, les plantanes, patates douces, taro, igname, de différentes sortes. OK. On a déjà vu et discuté quelques-unes des idées répandues dans l'imaginaire populaire sur ce groupe de plantes domestiquées. Une est que, selon certaines idées, la domestication aurait pu être instantanée. Donc, on trouve un phénotype favorable, on le capture et on le propage par voie clonale et l'évolution ensuite se fait par voie clonale, par exemple avec fixation de mutations somatiques, modification épigénétique, etc. Et une autre idée qui traîne, donc on a vu que c'est loin d'être le cas, pour la plupart des plantes déjà, est la réduction, la perte de la fertilité sexuelle. En fait, il y a des mécanismes sélectifs qui peuvent très facilement conduire à la perte de la fertilité chez ces plantes. Un exemple, par exemple, s'il y a un trade-off, un compromis dans l'allocation à la reproduction sexuée et l'allocation à la croissance végétative, donc les agriculteurs peuvent favoriser des plantes, des variantes qui, pour une raison ou une autre, investissent moindre dans la reproduction sexuée, auraient donc une croissance végétative plus élevée, et donc, si on les cultive pour leurs organes végétatifs, il peut y avoir une augmentation du rendement qui serait favorisée par les agriculteurs, et donc le cycle continue. Il y a des exemples qui suggèrent ça. Le taro, c'est au moins cette espèce, le taro, n'est pas stérile. Il y a d'autres aracées domestiquées qui le sont. Mais certaines pratiques traditionnelles en Indonésie, par exemple, certaines ethnies castrent le taro pour enlever l'inflorescence, pour que la racine, le corme, devienne plus grand. Donc, un autre mécanisme qui pourrait conduire à la perte de la fertilité chez ces plantes, c'est le fait que de nombreuses plantes, canne à sucre, des bananiers, sont d'origine hybride. Et donc, ça peut conduire aussi à une perte rapide de la fertilité avec l'hybridation interspécifique. S'il y a des problèmes avec le méiose, ça peut engendrer la stérilité. Et donc, comme la plante stérile n'alloue rien à la reproduction sexuée, ça peut augmenter sa croissance végétative. L'hybridation interspécifique peut aussi conduire à la vigueur polyploïde s'il y a polyploïdisation. Et un exemple, c'est la canne à sucre. L'hybridation interspécifique peut aussi conduire, même s'il n'y a pas polyploïdisation, à la vigueur hybride, comme chez le cas avec certaines variétés de bananiers. Et donc la vigueur polyploïde, la vigueur hybride et l'augmentation de rendement pour les organes végétatifs, si la plante est stérile, peuvent augmenter le rendement et donc ces plantes peuvent être favorisées par les agriculteurs. OK.
vous avez déjà vu, avec le palmier dattier, un exemple d'une plante domestiquée dioïque propagée par voie clonale. Les algues étudiées par Myriam ne sont pas dioïques, mais il y a quelque chose d'analogue qui apparaît ici. Là, il peut y avoir des drôles de choses qui se passent. Si les plantes sont cultivées pour leurs fruits, donc on propage, comme le dattier, on propage surtout les individus femelles. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Certaines plantes dioïques propagées par voie clonale, et donc les femelles favorisées, qui sont cultivées pour le fruit. Donc, il évolue sur la domestication de la parthénocarpie, certaines variétés de Ficus carica, par exemple. Pour d'autres, comme beaucoup de variétés de Ficus carica et le dattier, la fertilité est maintenue, et c'est l'homme qui assiste la pollinisation. À partir de quelques mâles conservés, le pollen est apporté aux femelles. Chez d'autres plantes, par exemple la vigne, vous avez vu ce matin que le vigne sauvage est dioïque, et on pense que c'est cette limitation de mates, de partenaires sexués, qui a conduit à l'évolution de l'hermaphrodisme lors de la domestication de vigne. Si les plantes sont cultivées pas pour le fruit, mais pour leurs organes végétatifs, on peut avoir un résultat très différent. Par exemple, certaines Dioscorea, igname, montrent une réduction ou même perte de la fertilité. Comment ça marche? Dans ce cas, c'est les plantes mâles qui sont propagées de façon préférentielle. Pourquoi? Ce que je dis s'applique à certaines Dioscorea, s'applique aussi au cava, Piper mysticum, propagé clonalement par buteur de tige pour ses racines en Océanie. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Donc, le coût de sexe semble être plus élevé pour les individus femelles. Elles investissent beaucoup dans les fruits. Et donc, s'il y a une trade-off, un compromis entre investissement dans la reproduction sexuée et investissement dans la croissance, donc on pourrait s'attendre que les mâles auront plus de ressources dédiées aux organes végétatifs, et donc une propagation biaisée des individus mâles, ce qu'on observe pour pas mal de Dioscorea et aussi pour le cava. Et donc là, on a un faible succès reproducteur, mais comme ce n'est pas les fruits qui nous intéressent, ça c'est toléré par les agriculteurs, ça conduit à une sorte de stérilité écologique d'abord, et si ça s'est maintenu sur le temps, ça peut favoriser ou permettre au moins l'accumulation de mutations et donc la stérilité génétique. Mais la plupart des plantes propagées par voie clonale gardent leur fertilité. Pourquoi? Parce que malgré les avantages agronomiques de la propagation clonale, il y a aussi des avantages très importants de la reproduction sexuée. Par exemple, ça permet d'éliminer, ou au moins de réduire à un faible taux, les mutations délétères. Ça permet de combiner des mutations avantageuses qui ont évolué dans différentes lignées pour les mettre ensemble de façon qu'ils coopèrent et, au lieu de faire la compétition. Et donc permettant une évolution adaptative beaucoup plus rapide. Très important pour ces plantes, de nombreuses pathogènes systémiques, notamment des virus, tendent à s'accumuler et sont transmis par les boutures, mais nombre de ces virus ne passent pas la barrière placentaire. Donc, en plus de ces avantages génétiques, le passage par graine peut avoir un effet phytosanitaire très positif. Et la sexualité permet aussi de maintenir le potentiel évolutif. Et donc, bien que la plupart des plantes qu'on voit dans un champ sont des membres de clones, et bien que la propagation clonale compte pour ce qu'on voit dans les champs, si on regarde la diversification, les différents génotypes multilocus, la diversification dans la plupart de ces plantes est largement le produit non de l'évolution clonale, mais de la reproduction sexuée. OK, qu'est-ce qui nous permet de dire ça? Par exemple, quand on compare les différentes variétés paysannes, on prend une plante par génotype multilocus et on compare toutes les paires. Souvent, on a, si on regarde dissimilarités génétiques,
identiques jusqu'à très différents, et on compare leurs fréquences. Chez les plantes à propagation clonale, on a souvent une courbe comme ça, bimodale, avec un petit truc comme ça, et après une lacune, et après une grande courbe gaussienne. Et donc, ça représente la diversification somaclonale. Ça, ce sont des plantes qui ont différencié un peu lors de l'évolution clonale, mais la plupart des génotypes multilocus se distinguent parce qu'ils sont issus de différents événements de récombinaison. OK. Une autre chose qui nous permet de dire ça, et le manioc est un bon exemple, est le grand nombre de traits adaptatifs indépendants qui sont évolués sur la domestication. Ce grand nombre de traits est incompatible avec l'évolution purement clonale. Je vais vous montrer des exemples du manioc, non seulement des traits évolués par la sélection consciente, mais beaucoup par la sélection inconsciente. Et donc, seule la récombinaison peut expliquer l'accumulation rapide d'autant de traits favorables dans si peu de temps. OK. Comment la reproduction sexuée entre-t-elle dans le système de reproduction de ces plantes à propagation clonale? Comment mettre ensemble reproduction clonale et reproduction sexuée pour avoir les avantages des deux? En fait, les travaux de notre équipe sur le manioc font de cette plante l'exemple qui est pour l'instant le mieux développé. Et donc, je vais vous parler un peu de ça. Nous avons étudié la gestion des populations polyvariétales du manioc par les agriculteurs amérindiens. Tous font pousser du manioc amer, mais le manioc doux, selon les autres études anthropologiques, montre à peu près le même pattern. Sont cultivés par bouture de tige. Nous avons étudié uniquement dans les Guyanes, mais déjà on a des représentants de trois des grandes familles linguistiques de l'Amérique du Sud, et quand on compare avec ce que les anthropologues ont écrit sur tout le bassin amazonien, ça semble globalement très similaire. Donc, les populations de manioc sont composées de variétés paysannes qui sont phénotypiquement très diverses. Ça montre une seule dimension de cette diversité. Ça fait une partie des 76 différentes variétés génétiquement et phénotypiquement distinctes dans un seul village amérindien en Guyana. Pour dire, je ne vais pas montrer les données, mais du point de vue génétique, c'est également divers. La quantité de diversité génétique qu'on peut étudier avec nos marqueurs neutres au moins, c'est équivalent dans ce seul village amérindien qu'avec la collection de SIAT à Cali. Préparé par bouture de tige, et donc ça pose une question. La propagation clonale est bonne pour conserver la diversité génotypique, mais seule la reproduction sexuée génère efficacement la diversité. Donc, comment les Amérindiens ont combiné reproduction sexuée pour donner cette diversité et propagation clonale pour garder les plantes agronomiquement favorables. Donc, comment fonctionnent les populations de manioc dans les systèmes traditionnels? Donc, d'abord, le cycle de vie du manioc, ça commence avec une jachère. Le manioc dans les forêts amazoniennes sont plantés dans des milieux qui ont été perturbés pour donner la place pour cette plante héliophile. Donc la jachère, végétation secondaire, on le laisse courir 10, 15, 20 ans si on a le temps, sinon moins, et on fait une perturbation. Dans beaucoup d'endroits, cette perturbation s'est coupée et brûlée. Dans d'autres cas, c'est coupé et laissé pourrir à peu près. Ce qui est important est qu'il y a une perturbation qui fait de la place. Et après, les buteurs sont plantés au début de la saison de pluie. Ils poussent, ils arrivent à maturité, les racines sont récoltées, les boutures sont préparées. Si le sol et les mauvaises herbes le permettent, on fait un deuxième cycle dans le même endroit. Sinon, on prend les boutures et on va à une parcelle ailleurs. Et donc, ça ressemble à ça. Ce n'est pas dans la forêt primaire qu'on va. On tourne en ronde dans un groupe de parcelles perturbées de différents âges. Donc, ça, c'est
nouveau champ qui a été créé. Ça, c'est un champ en activité. Ça, c'est une jeune forêt secondaire. Ça, c'est plus âgé, etc. Donc, ça tourne en rond sur des parcelles. Ça, c'est important de l'histoire. Dans ce cycle de vie, on a oublié la reproduction sexuée. Et comme vous allez voir, le manioc a des fleurs entomophiles, pollinisées surtout par les hyménoptères, une plante monoïque avec des fleurs mâles et fleurs femelles sur la même plante. Il y a des jolis fruits. Et il s'avoue que la reproduction sexuée continue à jouer un rôle très important dans ce système. Maintenant, à ce cycle de vie du manioc, on peut ajouter, si on arrive au bon moment, exactement là, quand les butures sont plantées, si on arrive au bon moment, on voit parfois un tapis de plantes de manioc domestiquées issues de graines. Et les Amérindiens, ils regardent ces plantes, ils sont intéressés par ces plantes, ils voient que souvent ça a un morphotype un peu différent. Ils sont curieux, ils font rien pour ces plantes, mais ils les laissent pousser, et certaines qui ont de la chance, ou qui ont de bons génotypes, arrivent à maturité et sont récoltés. Et si les gens aiment ce qu'ils voient, ils vont incorporer cette plante souvent comme un nouveau clone dans une variété qui est déjà nommée et qui existe. Ou si la plante est vraiment différente, ils vont même créer un nouvel nom de variété. Après, la reproduction sexuée dans cette parcelle, après la dispersion des graines, qui forment une banque de graines au sol, qui reste dormant pendant toute la jachère pour germer en réponse à la perturbation. OK? Donc, le système mixte clonal sexué marche comme ça. Il y a reproduction sexuée au milieu de cette population dominée par des clones. Banque de graines au sol, il passe la jachère, la dormance est levée par la perturbation, les plantes issues de graines sortent, chacun est un génotype unique, et donc ils joignent, certaines qui ont de la chance ou de bons gènes, joignent le pool de propagules clonales et sont incorporés. Il faut que cette incorporation soit très sélective, parce qu'avec une reproduction sexuée allogame, les descendances, c'est n'importe quoi. Beaucoup ne sont pas du tout favorables. OK. Maintenant, une question. D'où vient cette banque de graines dans le sol? Pour ça, il faut comprendre l'écologie de l'ancêtre sauvage du manioc. En fait, cette plante est une petite arbuste qui peut devenir lianescente, qui se trouve dans le pourtour sec de l'Amazonie, dans les habitats écotones forêt-savane. C'est une de ces plantes qui est adaptée à cette zone de tension entre forêt et savane. OK? Donc, les graines germent après une perturbation, le plus souvent un incendie ici, pour donner de jolis arbustes. Nous les avons étudiés dans le sud de l'Amazonie, où la plante a été domestiquée, et dans les Guyanes, où il y a cette même plante, même s'il porte un autre nom localement, des arbustes, et avec la succession, ils essaient de rester dans le jeu en devenant lianescents et en persistant dans les forêts secondaires, en attendant la prochaine perturbation. Et donc, ils ont plusieurs adaptations à ce milieu dynamique. D'abord, les racines tubereuses qui servent comme réserve pour la régénération après une perturbation. Deuxième adaptation, c'est toute la dispersion, dormance et germination des graines. Ils ont une dormance physiologique qui est contrôlée par les signaux thermiques, parce que les graines sont enterrées dans le sol, ils ne sont pas à la surface, ils ont besoin de la lumière, mais ils ne peuvent pas voir la lumière. Donc comment ils font? Si la température reste environ 25 degrés Celsius, comme il va le faire si il est sous une couverture végétale, les graines restent dormantes. Mais si la végétation est enlevée, il y a du soleil, la température du sol va monter et les graines germent s'il y a suffisamment de pluie. OK? Maintenant, comment les graines sont disséminées? Le manioc a un système de dissémination diplocore, c'est-à-dire en deux stades. Le premier stade, c'est autochorie balistique. La capsule sèche
Et avec les tensions des fibres qui sont orientées dans différents sens, quand ça arrive à un certain point, boum, ça éclate. Et on entend les graines voler. C'est intéressant, mais pas dangereux. OK, mais la deuxième étape de dispersion, chaque graine est munie d'un élaïosome qui attire les fourmis. Ça, ce n'est pas une fourmi herbivore ou granivore, c'est une fourmi insectivore charognarde qui est attirée par l'élaïosome. Si on coupe l'élaïosome, il n'est pas intéressé par la graine. Il est intéressé par l'élaïosome. Mais la plante n'est pas bête. L'élaïosome est vraiment très, très fermement attaché. La fourmi essaie de l'enlever, mais n'arrive pas. Oups. Mais n'arrive pas et il finit par porter la graine au nid. Mais les voyages de ce petit pauvre grain de manioc ne sont pas encore terminés. Nous avons excavé les nids du principal disséminateur. C'est comme ça, le trou d'entrée du nid, c'est là. Et après, il y a à quelques décimètres de profondeur, c'est là où se trouve le couvain où on va apporter les graines pour les élaïosomes et les donner aux larves. Donc, les graines vont d'abord très loin dans le sol et ils ne peuvent jamais germer de cette profondeur. Donc, pour leur survie, il faut qu'ils reviennent à la surface. Ce que les fourmis font, quand ils nettoient leur nid, les graines qui n'ont plus d'élaïosome, c'est comme un caillou, ils l'emmènent à la surface ou ils le mettent dans un petit truc plein de sédiments et matière organique, une poubelle du nid, et les graines sont lentement enterrées dans un petit détritus de matière organique. Et c'est de là où les plantules de manioc sauvage et de manioc domestiqué germent. La même espèce de fourmi est le principal disséminateur dans les abatis des Amérindiens aussi. Et donc, les plantes germent de ces anciennes poubelles. OK. Le manioc domestiqué, il a gardé ce même système de reproduction sexuée. Mais combiner le sexe et la propagation clonale n'est pas facile parce que les plantes issues de graines, comme j'ai dit, cette plante étant préférentiellement allogame, les plantes issues de graines sont extrêmement variables du point de vue génétique, du point de vue de leur phénotype et leur valeur agronomique, leur croissance, leur intérêt pour l'agriculture. Et donc, parce que la plante est allogame et pas fidèle au type, mais aussi parce que la propagation clonale lui-même conduit à des croisements consanguins. Pourquoi? Parce que la propagation clonale, le but même, c'est d'augmenter la fréquence de certains génotypes, qu'il devient très fréquent dans la population. Et donc, on a une situation où on a propagation clonale, certains génotypes arrivent à une fréquence élevée dans la population. S'ils sont côte à côte, le système d'appareillement devient de plus en plus consanguin. Et donc, les produits de sexe vont souffrir de la dépression consanguine qui va diminuer leur qualité agronomique, qui va favoriser chez les agriculteurs la propagation clonale aux dépens du sexe, qui peut favoriser la perte évolutive du sexe dans le système. Mais ça ne s'est pas arrivé. Pourquoi? Ça, c'est un champ amérindien typique du manioc. C'est constitué de patchs monovariétaux. Ça, c'est une variété, ça, c'est une variété, ça, c'est une autre. Chaque variété, il y a 2, peut-être 3 clones qui dominent. Et donc, les insectes qui voyagent à l'intérieur d'une clone vont effectuer des croisements consanguins. OK? Mais les différentes variétés sont fortement différenciées génétiquement. Et donc, les différentes variétés, comment est le système de croisement? Les croisements intravariétals sont consanguins, mais les croisements entre différentes variétés sont outcrossed et peuvent jouir d'une vigueur hybride. Les champs amérindiens sont constitués de ces patchs. Il peut y avoir jusqu'à 28 différentes variétés différenciées au sein d'une seule parcelle. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a un système qui est globalement consanguin, mais aussi avec des événements de outcrossing assez gros. Et donc, comment faire ça? Donc,
d'abord, comme vous avez entendu pour toutes les plantes à propagation clonale hier, les variétés sont fortement hétérozygotes. OK? Avec le manioc, on peut voir le processus, comment les plantes arrivent à avoir cette forte hétérozygotie. Si on compare la plupart des variétés, des clones établis, ils sont fortement hétérozygotes. Hétérozygosie multilocus ici. En moyenne, pour les variétés, c'est environ 64%. Mais les graines, regarde, bien qu'il y a certaines qui sont produits de croisements vraiment très allogames, globalement, c'est consanguin. Donc, si on incorporait les plantes issues de graines sans sélection, on risque d'introduire dans les variétés des plantes homozygotes et souffrant de dépression consanguine et donc une diminution de la performance agronomique des variétés. Comment est-ce que les Amérindiens incorporent des plantes issues de graines pour injecter un peu de diversité dans le système tout en gardant la qualité agronomique de leur collection de variétés fortement hétérozygotes? OK? En fait, nous avons étudié ça dans 2 parcelles qui ont été suivies du début jusqu'à la fin, 18 mois plus tard, en Guyane française. Et il y a plusieurs étapes de sélection. D'abord, la sélection humaine lors du désherbage manuel. Après quelques semaines, il faut enlever les adventices. Et quand on enlève les adventices, les Amérindiens disent que non, je ne touche pas aux plantes de graines issues du manioc. En fait, ils le touchent. On ne sait pas si c'est conscient et inconscient, mais sont les petites plantes qui sont sélectivement éliminées parce qu'ils ne voient pas avec les autres ou ils savent que ça ne va jamais rien donner. Ce qu'il faut savoir est que les petites plantes sont aussi plus consanguines que les autres. Pourquoi? Parce que la taille varie avec le degré de consanguinité parce que les plantes issues de graines ont toutes le même âge. Donc, on a un système ici où toutes les plantes issues de graines sont parties en même temps. Donc, il y a une corrélation entre taille et taux de croissance. OK? Et en fait, si on compare l'hétérozygosie avec la taille relative dans les 2 parcelles, on voit qu'il y a une corrélation très significative. Et donc, en enlevant les petites plantes, les Amérindiens enlèvent aussi les plantes consanguines. Mais il y a une deuxième étape, la sélection naturelle lors de la compétition intraspécifique. Comme je vous ai dit, les graines sont enfouies par les fourmis dans des patchs de plantules dans les anciennes poubelles. Et donc, dans les champs, quand même, on trouve quelques plantules solitaires, et donc on peut comparer leur survie avec les plantules agrégées. Et en fait, les plantules solitaires, pas de compétition intraspécifique, la plupart survivent, même s'ils poussent toujours pas très bien. Mais il y a aussi, la plupart sont agrégées. On a observé jusqu'à 32 plantules dans une ancienne poubelle de cette fourmi Ectatoma, diamètre 15 cm, 32 plantules. Il est évident que la compétition, une fois qu'ils ont commencé à pousser, est très intense. Mais avant que la compétition s'installe, il y a déjà des différences dans le taux de croissance qui sont reliées encore à leur taux de consanguinité. Et en fait, on a trouvé que les plantules petites et consanguines meurent lors de cette compétition. Donc c'est en quelque sorte une arène où la sélection naturelle favorise encore les plantes hétérozygotes. Et en fait, quand on regarde tout le système, il y a au moins 4 mécanismes différents qui poussent tous dans le même sens. La sélection naturelle, la sélection humaine agissent contre les plantes consanguines. Ici, hétérozygosie multilocus, ça c'est le temps. Et donc, ça c'est le nombre relatif de plantes issues de graines qui ont survécu. Au début, c'est 100%. Mais ça diminue rapidement avec le temps. Seule une très faible fraction survit jusqu'à la fin. Mais au cours de ce temps, et donc là, si on regarde l'hétérozygosie multilocus moyenne des clones qui sont sélectionnés parce qu'ils sont vigoureux, quand on regarde les plantes issues de graines au début dans la parcelle, c'est comme ça. Après le sarclage qui élimine une partie des petites plantes homozygotes, là, l'hétérozygosie moyenne augmente,
après la compétition intraspécifique aussi, et à la récolte, il y a une sélection consciente pour les plantes plus grandes et plus hétérozygotes. Et après, il y a quelques années qui continuent avec une sélection interclonale avant qu'une plante issue de graines est définitivement incorporée dans le stock de graines. Donc, par l'élimination sélective, sélection humaine comme sélection naturelle, la cohorte de plantes qui est issue de graines devient aussi hétérozygote que les clones des variétés établies. Donc on maintient un stock de clones hétérozygotes, mais à chaque génération, on injecte un peu de diversité génétique. OK. Maintenant, les agriculteurs combinent les avantages de la propagation clonale et la reproduction sexuée tout en minimisant leurs inconvénients respectifs. Donc, qualité agronomique et maintien de la diversité. Ces champs sont des champs de production, mais aussi des champs d'expérimentation agricole. Et tout ça avec un faible coût en labour et un faible temps de travail, un faible coût en termes de rendement perdu. Mais la consanguinité, c'est la seule chose qu'on peut mesurer avec nos marqueurs génétiques. Mais tout caractère qui augmente le taux de croissance des plantes dans ces plantes doit être aussi favorisé par les agriculteurs. Et donc, cette sélection pour la croissance rapide peut expliquer le trait le plus étonnant apparu lors de la domestication. Souvenez-vous, c'est une plante à propagation clonale. Qu'est-ce qui est le caractère du syndrome de domestication qui est le plus marqué? La stratégie de germination. C'est la preuve que la reproduction sexuée reste importante dans ce système parce que c'est lui qui a montré l'évolution la plus forte dans toute cette histoire. Comment ça marche? Ça, c'est une plantule de manioc sauvage. Ça, c'est le niveau du sol. La graine est enterrée. Ça, c'est les cotylédones. Et c'est l'épicotyle qui va vers la surface et l'hypocotyle reste courte. Tandis que le manioc domestiqué, c'est l'hypocotyle qui fait une croissance en longueur pour pousser les cotylédones au-dessus de la surface du sol. Donc, ça, c'est une germination hypogée, germination épigée. La plupart des arbres forestiers, c'est un trait archi-conservateur. Tous les membres d'un genre, parfois d'une famille, partagent un même système de germination. Chez le manioc, une plante domestiquée, propagée par voie clonale, ça a évolué dans probablement moins de 10 000 ans. Quelle est l'importance fonctionnelle de cette différence? Deux, là, ici, les cotylédones servent de réserve. Là, les cotylédones sont les premiers organes foliacés, photosynthétiques de la plante. Aussi, l'épicotyle, ça c'est quoi? Ça c'est une cataphylle. Ce n'est pas le cataphylle qui est important, c'est le méristème axillaire qui est important. Qu'est-ce qui se passe si un herbivore, un feu ou la sécheresse détruit la partie aérienne de la plante? Le manioc domestiqué, il n'a plus de méristème, il n'a plus de réserve, il n'a plus de structure de production. Le manioc sauvage, si la partie aérienne est enlevée, il a encore des réserves, il a encore un méristème, il peut avoir une deuxième chance. OK? Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Là, c'est une stratégie qui est tolérante aux perturbations, mais au coût d'une croissance initiale lente. Ici, faible tolérance à une perturbation qui détruit les parties aériennes, mais une croissance initiale très rapide. Et dans le milieu fabriqué par les agriculteurs, c'est cette stratégie d'acquisition de ressources qui le remporte face à la stratégie plutôt conservation de ressources dans l'ancêtre sauvage. OK. Je termine. OK. Une autre chose, pour vous montrer la diversité de traits qui ont évolué chez le manioc sous la domestication. Les tiges. La sélection inconsciente et consciente sur les tiges est très importante parce que la plante est propagée par des boutures de tiges. Et une des choses qui distingue le manioc domestiqué de son parent sauvage, le plus proche, est ses renflements parenchymateux à chaque nœud. Ce sont là des espaces où les racines adventices partent pour donner les racines et les tubercules. Ils sont absents chez le parent sauvage.
Ça, c'est une bouture de parents sauvages. Il prend une racine, mais uniquement au bout. Il ne fait pas de racines tubéreuses à chaque nœud, comme fait le manioc domestiqué. Une autre chose, quand on regarde les parois cellulaires du manioc sauvage et manioc domestiqué, ça c'est une section de bois, on voit que les parois cellulaires sont beaucoup plus costauds chez le sauvage, chez le domestiqué. Et ça, c'est corrélé avec une autre différence. Ça, c'est une photo représentative de la concentration d'amidon dans les tiges. Il y a environ 3 fois plus d'amidon pour tiges équivalentes chez le manioc domestiqué que chez le manioc sauvage. Nous interprétons ça comme une sélection qui agisse sur une nouvelle fonction des tiges, c'est-à-dire l'augmentation des réserves dans les tiges parce qu'ils vont servir comme propagule clonale. Mais cette adaptation a des conséquences sur les propriétés biomécaniques des tiges. Les tiges sont devenues cassantes. Donc ça, c'est une graphique d'une chambre de torture pour les tiges de manioc où on met une force et on essaie de casser les tiges. Les tiges de manioc sauvages ne cassent pas, ils sont très très flexibles. Mais les tiges de manioc domestiqué, vous voyez, elles dominent ici. Là, à un certain moment, ça casse. Okay? Et ça, c'est important pour la survie dans la nature. Ça, c'est une des choses qui fait que le manioc domestiqué ne peut plus vivre comme plante sauvage. Les tiges cassantes diminuent sa capacité de survivre comme liane. Et donc, toute cette partie liane est coupée du cycle de vie du manioc domestiqué. Et ça, c'est une des raisons pourquoi elle ne peut pas persister dans le milieu. OK, je termine là, si vous le croyez ou non, avec juste une clin d'œil sur une autre plante qui a vraiment la même histoire profonde, propagation clonale et incorporation de plantes issues du grain. Mais le problème est que l'incorporation de plantes issues du grain, c'était surtout le travail des moines qui s'est arrêté il y a quelques siècles. Mais il y a certains vignerons qui pensent qu'il faut utiliser la reproduction sexuée contre la dégénérescence des clones. Ça, c'est un article du Monde de l'été dernier. OK. Je voudrais remercier les étudiants surtout et collègues qui ont travaillé de façon la plus proche avec moi sur ces projets. Et je voudrais, si ça vous intéresse, il y a un article de synthèse en français qui résume tout ça, dont cette revue en ligne, la revue d'ethnoécologie, en ligne est gratuite et en français. Je voudrais aussi remercier Yildiz Omorudi-Thomas, qui coordonne une GDR du CNRS, Mosaïque, qui est focalisée sur la domestication et qui a stimulé l'avancement de ces idées. Et je vais terminer avec un clin d'œil à la salle. La prochaine diapo était faite avant la leçon d'histoire qu'on a eue ce matin, donc il y a quelques amalgames. Mais je dois dire que je trouve ces messieurs là-haut un peu stultifiants parfois, donc j'aimerais plutôt poser la question de cette fois. OK. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Doug. Y a-t-il des questions? Vous pouvez répondre à la question bas. Oui, je me demandais s'il y avait une part de sélection consciente dans celle qui est effectuée par les Amérindiens, parce que le fait de désherber les plantes les plus petites, ça ne nécessite pas d'avoir une conscience du fait d'améliorer les variétés, mais vous avez parlé d'espaces réservés, à moins que j'ai mal compris. Vous avez parlé d'espaces réservés par les agriculteurs pour que les graines puissent germer et qui sont entretenues en fait. Donc, dans quel but en fait les cultivateurs réservent des espaces pour que les graines puissent germer et qu'ils puissent les utiliser? Ça marche?
C'est vraiment une approche expérimentale. Les agriculteurs regardent ça. Ils ne bougent pas les plantes, ils ne font rien pour elles. Ils les laissent pousser, voir qu'est-ce que ça donne. Et c'est vraiment une approche expérimentale parce que quand on regarde une plante issue de graines, il y a une racine pivot. Et donc, ça peut être très, très grand, mais il n'y a rien à manger là en bas. Mais ils savent qu'on ne peut pas juger la plante avant de le faire passer par une propagation clonale. Donc, c'est vraiment une approche expérimentale. Quand ils font une clone, c'est pas d'une tige, c'est pas parce qu'ils ont trouvé des kilos et des kilos de racines en dessus. Ils le coupent, ils essaient pour voir ce que ça donne. Et c'est après quelques générations de propagation clonale qu'ils jugent vraiment s'ils vont le garder ou non. Donc, ce n'est pas un espace réservé. C'est partout dans le champ, un peu au hasard. Et ils savent où ça se trouve. Et dans les champs des Wayampi, par exemple, on peut voir 3 catégories de plantes. Les clones, qu'ils ont propagés, plantés comme bouture, les plantes issues de graines, mais il y a un compartiment séparé, et parfois ça se trouve dans une partie du champ, où ils font des clones de boutures, des boutures de plantes issues de graines. Ils peuvent se rappeler jusqu'à 4 ou 5 ans si ce bouture-là, il est originaire de la plante issue de graines que j'ai trouvée là ou là. Et donc là, c'est vraiment une petite sous-population expérimentale. Et si ça dépasse les 4 ou 5 ans, là, soit ils vont le jeter, soit ça deviendra confondu avec le reste. Pour le sarclage, on a une indication que c'est inconsciente, parce que dans un champ, on a suivi 2 champs, du début à la fin. Et dans un champ, il y avait une forte proportion de plantes issues de graines qui avaient des pétioles rouges. Okay? Dans l'autre, il n'y avait pas. Et dans ce champ où il y avait des pétioles rouges, c'était un deuxième facteur de sélection. S'ils étaient petits, mais ils avaient un pétiole rouge, ils le gardaient. Et il me semble que peut-être ils ont plus vu ceux qui avaient le pétrole rouge et donc n'ont pas éliminé. C'est difficile à savoir, mais je pense qu'au moins, en partie, c'est une sélection inconsciente. Les petites plantes, ils ne les voient pas. Avec les autres, elles travaillent vite et les éliminent. Mais j'ai surtout parlé de la sélection inconsciente ici, parce que la sélection consciente, ça va de soi, avec grosses racines, goût, etc. Je trouvais plus intéressant de parler sur les traits qui évoluent sur la sélection inconsciente. Mais il y a une partie de sélection consciente dans toute cette gestion de plantules. C'est bien toi. Comment ? C'est bien toi, tu t'arrêtes jamais de parler, donc c'est impeccable. Moi, j'ai 2 questions. Tu essayes d'être bref à la réponse. La première, c'est sur le cyanure. C'est toujours quelque chose qui m'étonne, c'est que, si tu veux, les Amérindiens ou les populations, on va dire, qui ont suivi, si tu veux, dans, on va dire, la domestication, l'agriculture du manioc, n'ont jamais réussi à supprimer le caractère cyanure. Donc je me demande si la dégradation du cyanure donne des propriétés, si tu veux, culinaires, alimentaires qui sont intéressantes. Et donc l'intérêt, c'est de garder le cyanure dans la racine et ensuite, par le traitement, d'éliminer le cyanure. Et ça donne des qualités alimentaires, parce que ça ne doit pas être difficile d'éliminer le cyanure en cours de domestication. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, pour avoir beaucoup bourlingué en Guyane et dans ces Guyanes-là, comme vous, c'est que quand même, je voudrais un peu savoir si les populations, les 2 champs là, dont tu parles, là, que vous avez suivis, est-ce que ce sont des populations migrantes ou c'est des populations qui étaient en place depuis longtemps, de ces Amérindiens? Parce que comme tu sais, il y a énormément de migration et donc si tu veux, les savoirs peuvent avoir énormément évolué. Et Dieu sait si ça a évolué dans cette région-là. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui m'importe, si tu veux. Et est-ce que vous, quand on t'écoute, on a l'impression que vous avez décidé de ne pas faire d'interview, d'accord ? Et que vous avez suivi les parcelles
en suivant les agriculteurs, entre guillemets, faire la pratique et vous n'avez pas échangé avec eux. Mais ça peut être un choix. Certains font ça exprès. Okay. Non, non. D'abord, pour répondre à 2 des 3 questions d'abord, celui des interviews. On a fait des interviews. Je n'ai pas parlé de ça aujourd'hui, je n'ai pas le temps de parler de tout. Mais c'est surtout Marianne Elias, ma première étudiante en thèse, et après Anne Duputier, qui ont fait des interviews, soit seule ou soit avec une anthropologue, Claudie Axer, qui nous a accompagnés sur une mission. Si vous regardez dans Journal of Ethnobiology et aussi dans Journal of Evolutionary Biology, il y a des parties ethnobiologiques très importantes dans cette histoire. Je n'ai simplement pas eu le temps de parler. J'ai fait la même décision sur le manioc doux et amer. J'ai publié maintes choses là-dessus. Je ne voulais pas en toucher aujourd'hui parce que c'est trop compliqué. Mais en réponse un peu oblique à ta question, ça évolue un peu. Il y a un papier dans une revue en ligne, Diversity, par une archéologue, Manuel Arroyo Calin, qui est maintenant à University College London, qui propose que le manioc, quand il était domestiqué, la première forme domestiquée était en fait le manioc doux. Donc tous les maniocs ont de cyanure partout, sauf dans les racines. Les variétés douces n'ont pas dans les racines, les variétés amères ont dans les racines. Selon son hypothèse, le manioc doux était apparu d'abord, il était récolté par les proto-agriculteurs et après, il poussait dans les middens, dans les refuse piles. Okay? Et que c'est seulement après qu'on a commencé à intensifier l'agriculture de façon que les maniocs avaient besoin de plus de protection, que là, il y avait apparition de variétés amères. Donc, peut-être le problème doit se poser de façon différente. Peut-être ils n'ont pas eu à faire avec une plante sauvage très toxique, okay, au début. Autre chose, oui, c'est vrai que le manioc amer, quand on le fermente, ça donne un autre goût. Mais on peut faire la même chose avec le manioc doux. On peut le préparer de la même façon. Le manioc doux, si on fait de la farine ou si on le trempe dans le marigot, ça aurait la même odeur que le manioc amer. Okay? Il n'est pas obligé que le manioc soit amer pour le traiter dans cette façon. OK. Et pour troisième question, si les gens étaient établis depuis longtemps, oui. J'ai consulté avec Pierre Gonon, là, et les Wayampi, ils sont là depuis au moins quelques siècles. Ils sont bougés plus du sud et ils avaient probablement un type d'agriculture similaire avant. Même chose pour les Palicours. Ils voyagent beaucoup entre l'Amapá et la Guyane. Et par exemple, migration parfois un peu forcée. Par exemple, la Première Guerre mondiale, ils ont pris refuge côté Guyane avant de rebouger. Mais ce sont des gens qui sont au moins dans ce type d'habitat depuis longtemps. Et en Guyane, c'est les Makushi qui sont là aussi depuis plusieurs siècles.